Donc, le titre de la table ronde est un peu ambitieux, c'est polyexposition et conditions de travail, comment organiser la prévention. La première chose que l'on peut voir, et on l'a vu tout au long de cette journée, c'est la complexité de cette problématique des polyexpositions qui va jusqu'à l'exposome professionnel et on a pu voir à la fois les interactions entre les différents types d'expositions et conditions de travail, mais aussi les interactions entre les expositions professionnelles, les expositions environnementales, les problématiques de fragilisation et de précarité sociale. Ça a été très bien montré sur l'exemple du Covid, par exemple, par Mélistelle Lamberton. Et donc, il se pose déjà la question de comment les appréhender, ces polyexpositions sur le terrain par les acteurs, comment les évaluer. Et je voudrais déjà donner la parole au docteur Mireille Loiseau pour nous faire part un peu de son point de vue sur ce plan. Mais Mireille Loiseau, elle est médecin du travail dans le secteur du BTP. Elle est médecin coordonnateur du pôle pluridisciplinaire avec une compétence dans le domaine toxicologie, notamment du risque amiante, plomb, silice et plus largement risque chimique dans le BTP. Elle est médecin conseil de l'OPP BTP. Et peut-être que dans ce milieu qui est caractérisé par une complexité des expositions, une polyvalence de lieux, de métiers, elle pourrait déjà nous faire part un peu de comment un médecin du travail peut appréhender sur le terrain cette question des expositions, s'il peut l'appréhender, voilà, pour derrière pouvoir faire un certain nombre de recommandations et exercer sa fonction de conseiller pour les salariés et pour l'employeur. Bon, bonjour à tous. Donc, comme on l'a vu au cours de la journée, dans le déroulement d'une carrière professionnelle, de nombreux salariés vont être exposés à de multiples facteurs de risque chimiques, physiques, biologiques, des facteurs liés à l'organisation du travail, des facteurs d'ordre psychosocial qui vont être possiblement à l'origine de pathologies professionnelles. Donc, on l'a compris, c'est un véritable enjeu de santé publique, qui d'ailleurs a été inscrit donc dans le dernier plan santé-travail. Donc, dans ce cadre, le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire ont un rôle important pour aider les entreprises à appréhender ces risques professionnels, pour les aider à les évaluer et pour les aider à mettre en place des actions concrètes de prévention avec toujours pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité de nos salariés. Donc, dans ce domaine, en santé-travail, nous avons quand même une place privilégiée puisque nous assurons d'une part le suivi individuel de l'état de santé du salarié au travers nos visites médicales, au travers des entretiens infirmiers, et puis d'autre part les actions en milieu de travail. Et finalement, nous sommes souvent les seuls, de par cette spécificité, à pouvoir faire le lien entre les diverses expositions professionnelles et les éventuels problèmes de santé qui seront constatés ou mis en évidence par la suite. En premier lieu, tout d'abord, nous allons pouvoir apporter notre expertise dans l'évaluation des risques. Puisqu'on l'a vu au cours de la journée, c'est souvent un sujet complexe et difficile à aborder pour les entreprises. Pour beaucoup d'entre elles, l'identification et l'évaluation des risques, la prise en compte des expositions associées, c'est un sujet compliqué, difficile à aborder et puis souvent, donc, il va rester parcellaire, morcelé. Les entreprises, elles vont regarder l'étiquette du produit, finalement souvent que le pictogramme, et elles vont guère aller plus loin. Elles vont pas regarder s'il y a des produits émis lors des process, pas forcément tenir compte des conditions réelles d'exposition. Et souvent, finalement, chaque risque est évalué pour lui-même, à son propre compte, de façon isolée, sans tenir compte de la globalité de l'exposition. C'est là où donc nous, finalement, nous avons un rôle central puisque nous avons, de par nos fonctions, un accès possible à tous les lieux de travail. Et donc, au travers des visites des lieux de travail, des études de PLOS que l'on peut compléter éventuellement par des études en métrologie, nous allons pouvoir repérer les risques, alerter également sur des expositions professionnelles ou des conditions de travail, sur des choses que l'on n'aurait peut-être pas pu identifier simplement au cours de nos examens ou que les entreprises n'auraient pas forcément repéré. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous. On va
pardon, ces actions en milieu de travail, donc comme je disais, elles ont pour nous une place donc essentielle. On va pouvoir repérer l'activité réelle, repérer les expositions, et toutes ces données que nous aurons repérées vont bien sûr pouvoir être tracées dans les dossiers médicaux, dans les dossiers individuels de nos salariés, en essayant, en nous appliquant à être le plus précis possible dans le niveau d'exposition. On va mettre peinture, mais on va essayer d'avoir quelque chose de plus fin avec solvant, et puis si on peut aller encore plus loin, d'avoir les substances concernées, éventuellement donc des données de biométrologie, et également conserver ces données à travers donc les dossiers d'entreprise que nous avons mis en place, où là, on va pouvoir collecter les fiches d'exposition, les résultats donc, de prélèvements qui auront pu être faits, les fiches de sécurité. Bien sûr, on ne collectera pas que les fiches, mais également une analyse de ces fiches, voire éventuellement même avec des contacts donc avec les fabricants, puisqu'elles sont souvent incomplètes, d'autant que nous n'avons plus de fiches d'exposition en dehors de celles de l'amiante, plus de guerre d'attestation d'exposition, et que les fiches de prévention d'exposition ont eu un parcours finalement très bref dans le temps. Nous avons également, de par notre place, une possibilité d'alerte, d'information des salariés et des entreprises, de par nos actions sur le terrain, mais également de notre présence dans les comités. Pour assurer cette continuité donc, des traçabilités des expositions, c'est aussi important donc, de transmettre, avec l'accord du salarié bien sûr, toutes ces données que nous aurons collectées dans nos dossiers individuels pour lorsqu'ils changent d'entreprise, mais également peut-être dans l'avenir, on espère pouvoir les partager par l'intermédiaire du dossier médical partagé, où l'on pourra effectivement accumuler les expositions non seulement présentes, mais également passées. Donc, au final, on voit qu'en santé-travail, on a une place privilégiée. On connaît les salariés, on les suit régulièrement, on a une idée sur leur état de santé. On a des actions de terrain qui nous permettent d'avoir une vision globale de l'activité réelle. Et donc, grâce à ces deux choses, ces deux actions, on pourra proposer aux entreprises et les aider à mettre en place des mesures de prévention adaptées, des mesures de prévention collective en priorité, en travaillant sur les process, sur les techniques, sur les produits, et en complément éventuellement, si besoin, des mesures de protection individuelle. Nous avons également une place donc d'interlocuteurs privilégiés, puisque nous allons pouvoir mener des actions donc d'information, de sensibilisation auprès des salariés et des employeurs, afin donc de favoriser la prise de conscience des risques, alors leur connaissance bien sûr, mais également la prise de conscience des risques, puisque finalement, si les entreprises et les salariés ont bien compris les enjeux, toutes les mesures de prévention que l'on pourra proposer après seront comprises, donc mieux acceptées et plus facilement mises en place. Et puis pour finir, donc bien sûr, toutes nos actions, ça contribue à l'amélioration des connaissances en matière de polyexposition, et avec une possibilité d'alerte en cas de constat de problèmes de santé au travail, enfin santé professionnelle ou pas, et en lien avec les expositions professionnelles présentes, mais également passées. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous remercie. Merci, c'est déjà beaucoup. Ouais, Je voudrais j'ai du avoir mal à tout un dire. peu une réaction de Martial Brun, peut-être sur ces points. Martial Brun, qui est directeur général de Pressens, qui a exercé des fonctions au sein de la direction générale de services de santé au travail de plusieurs organismes de formation professionnelle, qui a intégré le CISM, qui fédère les services de santé au travail interentreprises au niveau national, en 2003, qui en a pris la direction en 2009, et le CISM est devenu Pressens en 2018. Marcel, la problématique, c'est l'organisation des services de santé au travail par rapport à cette appréhension des polyexpositions, des conditions de travail et de cette multifactorialité et de cette complexité qui donc fait intervenir plusieurs dimensions des services de santé au travail, pas seulement les acteurs de santé au travail eux-mêmes, mais un certain nombre aussi d'autres dimensions, je pense aux dimensions éventuellement RH ou d'autres dimensions de ce type. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela? Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Je crois que le docteur Mireille Loiseau a bien décrit l'action concrète. Alors,
c'est vrai que l'action des services de santé au travail sur ce qui a été développé toute la journée montre bien qu'il y a différents niveaux d'intervention. Il y a un niveau d'intervention des services de santé au travail qui peuvent aider à la connaissance. On est parti de Sumer, hein, qui était une source de plusieurs études présentées aujourd'hui. Cette contribution de la connaissance, d'ailleurs, appelle des sujets organisationnels chez nous liés au système d'information. On vient de l'évoquer avec Mireille Loiseau, c'est-à-dire le renseignement dans le dossier médical ou dans les dossiers d'entreprise d'une manière cohérente pour pouvoir progresser dans la connaissance des effets de la polyexposition. La traduction de cette connaissance, ensuite, en prévention. Alors, j'écoutais toute la journée avec en tête quand même les sujets de réforme qui sont actuels. Et je me disais que toute cette journée est en fait un formidable plaidoyer pour la pluridisciplinarité. Comment aborder les problématiques de polyexposition avec autant de facteurs purement physiologiques, mécaniques, de prévention, y compris des problématiques sociales et de dialogue social. On montre bien par l'évocation de ces polyexpositions à quel point on a besoin de cette pluridisciplinarité, de ne pas fonctionner en silo. Je fais référence à un découpage possible de l'activité médicale, l'activité de prévention ou l'activité sociale, qui, pour traiter de ces sujets de la polyexposition, rendrait très difficile l'action. La question aussi qui est posée avec la polyexposition, c'est vraiment le périmètre d'intervention des services de santé au travail. La définition historique de la mission, c'est d'éviter toute altération de la santé du fait du travail. La coexposition avec des facteurs environnementaux, avec des facteurs de stress qui sont parfois liés au transport, on mesure bien à quel point l'approche des effets sur la santé aujourd'hui interroge le périmètre d'intervention des services de santé au travail. Alors nous avons une position qui reste ancrée sur le lien avec le travail, et il est certain qu'un certain nombre de situations en référence à l'air ambiant, d'être fumeur, soudeur et à Paris, sont des facteurs qui sont à considérer dans l'approche globale de la prévention. La difficulté, effectivement, de prendre en compte des sujets de prévention avec des entreprises, on le rappelle, à 80% de moins de 10 personnes. Donc, ça demande aux acteurs de l'entreprise d'appréhender ces problématiques de polyexposition d'une complexité que j'ai pu mesurer. Je ne vous parle pas de ma charge cognitive après une journée à vous écouter, mais j'en ai appris beaucoup, merci. Mais ça demande quand même, dans l'approche de la prévention, pour les acteurs eux-mêmes, qui devront porter ces actions de prévention au quotidien. Mireille Loiseau l'a bien dit, hein, on dépasse des fois pas la lecture de la fiche de sécurité, d'aborder le process, d'aborder la coexposition, le fait d'être sous chimio ou pas sous chimio, l'exposition du bruit, comme ça a été exposé, sont des paramètres qui sont très importants à intégrer dans une approche globale de la prévention. On voit aussi dans cette question du périmètre, on dépasse donc j'allais dire la seule approche du risque professionnel tel qu'on a pu le définir il y a des années, avec des sujets de qualité de vie au travail. Et ça, ce sera aussi sans doute un des débats de la future mission des services de santé au travail, jusqu'où on va dans cette appréhension de l'ensemble de l'environnement de travail des salariés pour donner les conseils de prévention les plus adaptés. Ça aussi, en ayant en réflexion le fait que les moyens ne sont pas extensibles à l'infini et qu'il faudra prioriser les actions pour être le plus efficace possible dans un objectif de santé et de préservation de la santé. Pour revenir à la connaissance, juste un mot, Gérard, pour revenir au développement de la connaissance, ça appelle donc à croiser beaucoup d'informations et ça demande un consensus social autour de cela qui est encore à construire. Hein. C'est-à-dire que plus on élargit ce périmètre, plus le consensus social devra se réétablir sur la réparation, sur les équilibres économiques et préservation de la santé. Et ça, je crois que dans la dynamique exposée, y compris les différents intervenants aujourd'hui sur
les approches sociales des problématiques, il est important d'inclure cette dimension-là, qui aujourd'hui devra aussi relever d'un consensus social, mais je crois qu'on aura l'occasion d'aborder ce point. Merci. Je voudrais donner la parole peut-être parce que y a ce problème de difficulté d'évaluation et aussi de traçabilité finalement de ces polyexpositions est un problème quand même majeur aujourd'hui. On a vu que les différentes réformes de santé au travail se heurtent souvent et continuent de se heurter à cette question. Et donc, je voudrais donner la parole à Pierre-Gaël L'Oréal, qui est donc syndicaliste et qui a une formation initiale de juriste, qui a une longue expérience de secrétaire fédéral au sein de la Fédération de construction et des industries du bois, également membre du conseil du comité national de l'OPB-BTP, et qui travaille depuis un an maintenant à la Confédération CFDT en tant que secrétaire confédéral en charge de la question de l'articulation du temps et de la santé au travail, et qui est par ailleurs représentant titulaire des travailleurs français au conseil d'administration de la Fondation de Dublin, qui, vous savez, est la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui fait cette enquête européenne sur les conditions de travail de façon régulière. Et il siège également au groupe permanent d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail. Et donc, il connaît bien ces questions. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur cette problématique des polyexpositions, de leur traçabilité, voilà, en vue d'améliorer la prévention? Alors, comme ça a pu être évoqué par d'autres participants auparavant, bon, déjà, il y a une première chose que je voulais souligner, c'est que c'est difficile de traiter de ces questions sans impliquer les travailleurs et leurs représentants, parce qu'il y a quand même une nécessité de connaître le travail réel qui est importante. Et à ce titre-là, ce que je pourrais dire, c'est que en matière d'évaluation des risques, les institutions représentatives du personnel, par exemple, devraient être beaucoup mieux intégrées dans cette procédure qui est aujourd'hui un peu trop peut-être entre les mains des employeurs et peut-être pas assez participatif dans la façon d'être menée. Alors oui, parler de polyexposition, alors c'est vrai que moi, en ayant eu pendant longtemps à m'occuper des problématiques dans la construction, on s'est beaucoup intéressé, entre autres, je m'étais beaucoup intéressé aux risques chimiques, aux interactions qu'il pouvait y avoir et aux causes expositions dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'on est au-delà même des problèmes de transparence, c'est qu'il y a quand même un gros problème de traçabilité aujourd'hui en France sur les expositions, notamment du fait qu'il n'y a plus vraiment de mécanisme aujourd'hui de traçabilité individuelle de ces expositions. Et qu'on se retrouve en fait dans une situation même de sous-transposition par rapport à la directive européenne sur les cancérogènes, sur cet aspect-là. Donc ça, c'est un premier point à régler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est de revenir à un système de traçabilité qui permette de pouvoir cerner les expositions, identifier les expositions auxquelles sont confrontés les salariés, ce qui est nécessaire pour ensuite faire une évaluation cohérente des risques. Alors, au-delà de ça, bon, il y a des choses, bien sûr, il y a un environnement qui n'est pas extrêmement favorable même pour cette évaluation des risques dès lors qu'on voudrait y mêler les IRP, sachant que aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cadre. Je pense que ça n'a échappé à personne qu'hier, il y a encore 2 ou 3 ans, on était dans une instance qui s'appelait le CHSCT en entreprise, du moins dans les plus de 50 salariés, et que depuis, on a changé de structure, on est dans une institution représentative du personnel qui est beaucoup plus généraliste, qui s'appelle le CSE. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, ce qu'on peut dire, en tout cas moi en tant que CFDT, c'est qu'on n'est pas pour un retour strict des CHSCT. On pense qu'il y avait évidemment des lacunes, mais on pense que le cadre aujourd'hui, qui est celui du CSE, n'est pas suffisamment bien cadré pour pouvoir permettre une politique efficace, en tout cas une association efficace des représentants du personnel sur les questions de santé au travail. Voilà à peu près ce que je peux dire. Au-delà de ça, c'est vrai que bon, bien sûr, je parle des institutions représentatives du personnel parce que c'est un peu notre ADN en tant que syndicaliste, mais en tant que CFDT, on est aussi ouvert on essaie même de pousser à faire en sorte qu'il y ait une meilleure expression des salariés eux-mêmes sur leur travail
Et finalement, dans beaucoup de situations de travail, c'est eux qui sont confrontés à la véritable problématique du travail réel, enfin qui le connaissent en tant que tel et qui peuvent faire remonter un tas d'éléments. Voilà, alors après, bien sûr, quand je dis ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit aussi par les autres participants à cette table ronde, à savoir que la médecine du travail et les services de santé au travail en général ont également un rôle à jouer et qui est immense, hein, je veux dire, et en effet, je les rejoins totalement sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un temps plus considérable qui puisse être passé en action en milieu de travail. Ça serait d'une grande aide pour les salariés et notamment aussi pour les IRP, enfin les institutions représentatives du personnel et les syndicalistes d'entreprise. Merci. Docteur Pascal Duprat, donc, qui est médecin du travail, médecin inspecteur du travail à la Directe Île-de-France, a lui aussi certainement un point de vue sur cette évaluation des polyexpositions, sur leur traçabilité et sur ce qui peut se faire, notamment à travers un certain nombre d'actions de la Directe et à l'intérieur aussi des plans régionaux de santé au travail. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, effectivement, nous, au niveau de l'EDIRECT, eh bien, on a d'abord un rôle par rapport au plan santé-travail, effectivement. Et puis, au niveau de l'inspection médicale aussi, on a une action et un rôle par rapport à l'appui au niveau des inspecteurs du travail et des agents de contrôle. Donc, je vais regarder effectivement au niveau de prévention et code du travail ce qu'il y avait par rapport aux agents de contrôle. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. Enfin, ils ont une action possible avec les articles prévoyant les principes généraux de prévention pour lesquels la polyexposition peut être dedans et ils peuvent avoir une action là-dessus. Et puis sur les risques, sur les autres risques, c'était déjà cité précédemment, donc je ne vais pas y revenir, mais le nombre de textes qui parlent d'interaction entre différents risques sont peu importants puisque chaque risque, ça a déjà été dit, effectivement, je peux le répéter, est traité différemment. Sur les outils de prévention qu'il y a dans le Code du travail, alors, pour les médecins du travail et pour les employeurs, il y a le document unique. Hein, je pense que ça a été déjà dit, mais on peut le redire et le redire parce que c'est quand même un outil qui est assez important. Et puis, les fiches d'entreprise, bien sûr, pour les médecins du travail, pour lequel c'est une aide aussi pour l'élaboration du document unique. Pour la fiche d'entreprise, on a regardé un petit peu ce qui a été fait en Île-de-France. Sur le pourcentage de fiches d'entreprise qui ont été réalisées, parce qu'il y a longtemps, effectivement, qu'on demande à ce qu'elles soient faites. Alors, ce n'est pas que pour la exposition, bien sûr, sur l'ensemble des risques, mais on arrive maintenant quand même à un pourcentage assez satisfaisant de l'ordre de 60-70%, ça dépend un petit peu. Donc, on se dit qu'effectivement, il y a un outil de prévention là qui peut être utilisé et encore utilisé. En Île-de-France, beaucoup comme partout ailleurs, la pluridisciplinarité qui aide effectivement à l'élaboration de ce document, puisque ce sont souvent les ATST qui prennent les documents, enfin qui élaborent d'abord, ensuite signés par le médecin du travail et également les techniciens d'hygiène prévention. On voit apparaître ensuite sur le marché, sur un autre sujet, ce sont des outils informatiques que l'on voit qui peuvent être aidants certainement en termes de traçabilité et d'aide à la prévention, puisqu'on voit que maintenant dans les applications de santé-travail, non seulement alors il y a une saisie effectivement du travail des informations, mais aussi des préventeurs effectivement qui aident par rapport aux actions en milieu de travail et qui alimentent ce dossier de santé-travail. Et en plus, maintenant, il y a des fonctionnalités qui permettent d'aider à l'employeur et de donner des informations en termes de prévention au niveau de l'employeur en fonction de ce qui a été saisi et rentré au niveau d'une application. Donc là-dessus, on se dit qu'effectivement, il va peut-être y avoir une amélioration en termes d'aide à la prévention au niveau des entreprises de manière beaucoup plus pratique, ciblée par rapport aux risques spécifiques d'une entreprise. Pour finir un petit peu au niveau de l'Île-de-France, alors j'ai regardé un petit peu au niveau des effectifs qu'on a en santé-travail en Île-de-France, en termes de médecins du travail et des IPRP. Alors en Île-de-France, je crois que c'est à peu près la moyenne ailleurs. Pour un médecin du travail, maintenant on arrive à une équipe qui est constituée d'un demi-infirmier et d'un demi-IPRP dans les services interentreprises. Je ne parle pas des services autonomes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, en 15 ans, 20 ans, le médecin du travail a quand même un accompagnement, effectivement, d'autres professionnels. Et donc, c'est peut-être pas encore satisfaisant, suffisant, mais c'est déjà, je trouvais pas mal, effectivement, qu'il y a déjà une demi-infirmière qui peut effectivement faire des études de poste, et puis des ergonomes ou des psychologues ou des
ingénieurs en prévention qui peuvent les aider sur les actions en milieu de travail. Voilà ce que je voulais dire principalement. Et puis, bien sûr, ça a été déjà dit, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Mme Loiseau. Il y a le dossier de médical partagé, effectivement, pour lequel je pense que bientôt le médecin du travail aura accès. Je ne sais pas s'il pourra alimenter, il pourra alimenter, pardon, mais je ne suis pas sûr qu'il pourra consulter effectivement le DMP. Mais ça sera aussi un outil intéressant. Et puis, bon, il y a encore les CPOM qui vont perdurer effectivement entre les services de santé au travail, les cartes MIF, et puis la directe, voilà, pour un résumé. Je vous remercie. Merci, merci. Je vais redonner maintenant la parole à Patrick Issartel. On a bien vu au cours de son intervention l'importance d'aborder cette problématique via l'examen des situations de travail, du travail réel. Donc, je pense qu'il voulait aussi insister sur la problématique d'entrée par l'examen de variabilité des situations de travail et on voit aussi aujourd'hui avec les changements, les mutations du travail que cette variabilité des situations, elle n'est pas simple à appréhender et elle complique encore cette question des polyexpositions. Donc, comment tu réagis, Patrick, par rapport à cette problématique d'appréhension des polyexpositions dans ce contexte? J'ai envie de dire qu'on a deux manières d'appréhender la question. Alors, pour une variabilité de situation de travail, l'employeur, en fait, du social, les démarches du travail. On a beaucoup de mal à entendre là, c'est très haché. Est-ce que tu m'entends mieux si je me rapproche? Ah oui, oui, là c'est mieux, oui. D'accord, vous m'avez en gros plan, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Ouais, donc en fait, on a globalement plusieurs manières d'aborder la question de la variabilité, soit une variabilité de la situation de travail en elle-même, sur laquelle, si les choses se passent correctement dans la manière de mettre en œuvre le dialogue social, de réfléchir sur l'organisation du travail ou sur globalement la qualité de vie au travail, on a des leviers d'action à travers l'expression des salariés sur le travail, à travers le rôle des représentants du personnel. Et puis on a une deuxième vision, mais ça renvoie, pour ceux qui étaient là l'an dernier, un peu à ce qu'avait exposé Dominique Mullier sur la variabilité ou la vulnérabilité individuelle. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, ou alors je n'ai pas fait attention dans la journée, j'ai sur certaines variabilités liées aux maladies chroniques évolutives, qui vont être des variabilités qui vont se jouer de manière intrapersonnelle, qui ne seront pas nécessairement les mêmes en permanence et qui vont faire qu'on est exposé de manière différenciée à des situations de travail, là encore. Et alors, ce n'est pas anecdotique parce qu'on est sur 15 à 20% de la population active aujourd'hui. Et soit porteurs d'infirmières, soit en traitement, soit liés à des maladies psychiques. On a toute une flopée. On a cette question de la variabilité, de la vulnérabilité. On a des situations de travail qui sont en évolution du jour au lendemain. On a aussi la question de la documentation de cette situation de travail, mais ça renvoie à ce qu'a dit Gabriel L'Oréal tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va tracer, par exemple, l'exposition qu'on a? Aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur des expositions qui relèvent plus de l'environnemental? Comment est-ce qu'on peut aller chercher le ressenti des personnes exposées? Parce qu'à exposition égale, le ressenti, le geste de précaution qu'on va avoir vis-à-vis de soi-même dans le travail, ça ne sera pas le même. Donc on est sur quelque chose qui, de mon point de vue, est très facile de faire monter en complexité sur le croiser ces différents facteurs. Et puis peut-être une question d'ouverture aussi. Depuis tout à l'heure, on réfléchit essentiellement sur les travailleurs salariés ou agents de la fonction publique. Qu'est-ce qu'on fait de près de 3 millions de travailleurs indépendants? Je crois que j'avais dû sortir la même phrase l'an dernier. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 3 millions de travailleurs qui sont globalement, hormis quelques études qu'on a pu avoir fait avec le titre, c'était est-ce que le patron n'a pas le droit d'avoir le cancer? Qu'est-ce qu'on fait de personnes qui sont peu ou très pas suivies par les services de santé, qui vont être exposées à des risques cumulés comme toute personne en activité, et pour lesquels la possibilité de s'arrêter est synonyme de pas de sous,
tout simplement pas de revenus à la sortie. Donc voilà, on est sur ce type de questions qui vont être exposées de la même manière que les autres catégories de population, salariés ou agents publics, et sur des facteurs qui vont être peut-être exacerbés, ou des effets qui vont être exacerbés. Je vais rebondir sur ce qu'indiquait Martial Brun tout à l'heure en introduction de son propos. On est vraiment sur un enjeu majeur de pluridisciplinarité aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut avancer un peu plus sur la question de la prise en compte des polyexpositions en restant chacun de notre côté. Ou la particularité peut-être qu'a le réseau Enactarac, j'ai été en ARACT à l'époque, on travaillait énormément avec les médecins du travail, avec les services de la avec toutes les parties prenantes, et la particularité d'un réseau tarifaire en région est tripartite au niveau national. Donc, de fait, on va intégrer le dialogue social dans nos interventions. On résout une partie de l'équation à ce niveau-là. Voilà. On peut donc s'appuyer sur les leviers de dialogue social, sur les leviers de dialogue professionnel, en ayant à l'esprit que les expositions aujourd'hui évoluent du fait des produits, du fait des activités et du fait peut-être d'une plus grande fatigue, d'un plus grand stress aujourd'hui de la population salariée et agents publics. On vient de sortir une enquête avec l'ANACT, avec l'ANSES, l'INRS, Conseil d'orientation des conditions de travail, la MINDECA, qui montrait qu'on avait eu une augmentation de plus de 30% des personnes exposées à du stress et un peu plus de temps exposées à des sentiments dissonants dans leur activité professionnelle depuis mars. Donc voilà, on a aussi des éléments ça reboucle en fait, qui relèvent du ressenti des personnes qui vont être à prendre en compte aujourd'hui. Ok, merci. Alors, j'ai une question dans le chat là, qui a été posée sur quelle piste pour faire évoluer la réglementation européenne ou nationale afin de prendre en compte les polyexpositions. Est-ce que vous avez des points de vue d'acteurs de terrain sur qu'est-ce qui serait important voilà, au moins dans les réformes actuelles sur la santé au travail et sur le travail, de mieux prendre en compte finalement d'un point de vue réglementaire, mais même peut-être au-delà. Pascal Duprat ou Martial Brun veulent réagir déjà? Martial Brun, oui. Pardon, allez-y, Monsieur Brun. Oui, juste, même si c'est presque déjà fléché, je pensais aussi à la difficulté du diagnostic territorial. Pour mettre, j'allais dire, une feuille de route à tous les acteurs, qu'ils soient ceux qui accompagnent les entreprises ou ceux même de l'entreprise qui agissent pour la prévention. Et on voit bien que cette construction devrait être prévue par les textes, c'est-à-dire qu'au moment de bâtir un diagnostic territorial qui fonde un plan régional santé au travail, cette dimension-là devrait être bien calée. Parce qu'une fois qu'on peut partager le diagnostic, c'est beaucoup plus facile de mettre tous les acteurs en phase sur l'action. Et c'est vrai que la polyexposition, c'est pas tellement un thème, je crois, des CROCT où on bâtit le plan régional santé au travail dans une compétence, j'allais dire, scientifique de l'approche. Et ça, c'est quelque chose sans doute à mieux cadrer dans les points 3.11 à 3.13 du plan santé-travail qui visait à fonder ce diagnostic territorial sont encore à gagner. Il n'y a pas forcément besoin d'une mesure législative dans le domaine, mais simplement à apporter une méthodologie de travail aux acteurs qui construisent les politiques de santé au travail, nationales bien sûr, mais aussi infra en régional. Je partage compléter. Effectivement, oui. Je partage ce qui a été dit, effectivement. Et, rien n'empêche non plus au niveau régional de faire des actions dans ce type-là. Même dans le cadre des CPOM, rien n'interdisait, effectivement. Mais effectivement, au travers du plan santé-travail, effectivement, je pense que c'est essentiel, avec éventuellement des plans régionaux qui doivent l'inclure automatiquement, pourquoi pas non plus. Pierre-Gaël Leréal
parler un peu de difficultés d'associer finalement les travailleurs à un certain nombre d'actions ou d'outils d'évaluation. Je pense par exemple au document unique d'évaluation des risques. Ça pourrait peut-être et on a vu tout au long de la journée l'importance finalement, plusieurs intervenants insisté sur le côté participatif qui est indispensable donc dans cette évaluation des polyexpositions, des situations de travail qui y sont associées. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu développer par rapport à ça et donner des pistes éventuellement pour l'avenir, quoi. Oui, alors j'ai eu un tout petit problème de son qui fait que j'ai pas tout à fait entendu la fin de ce que vous avez dit, mais s'il s'agit de voir un petit peu les pistes que pourraient développer pour que les représentants des salariés puissent mieux être impliqués dans l'évaluation des risques, c'est ça, hein, la question qui a été posée. Oui, c'est ça, oui. Oui, ok, très bien. Alors, tout à l'heure, je parlais du fait que, en effet, ce qu'on fait comme constat aujourd'hui, c'est que le CSE n'est pas pleinement investi aujourd'hui dans les questions de santé au travail. Il est beaucoup plus généraliste que n'était le CHSCT. Mais dans l'ancien cadre légal, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on avait aussi des délégués du personnel. On avait aussi des représentants de proximité. Aujourd'hui, quand même, il manque ces représentants de proximité. Ils sont possibles, on peut les mettre en place, la loi l'autorise, mais en pratique, ils sont insuffisamment mis en place. Et que si on veut avoir une analyse du travail réel qui permette une évaluation des risques qui soit cohérente, avec des remontées, et notamment en termes de polyexposition, il faut pouvoir avoir des acteurs de terrain. Donc ça, c'est une première piste, hein, qui doit pouvoir être développée. Alors après, je pense que même dans le cadre du CSE, il faudrait éventuellement plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, ce qui pêche, c'est que ces moyens sont déterminés à l'intérieur de la boîte, mais le seuil minimum légal, quand même, est extrêmement bas. Et aujourd'hui, enfin, si on fait un petit peu le constat entre l'avant et l'après, globalement, il y a moins de moyens quand même pour les représentants du personnel. Donc ça, c'est pas possible. C'est sûr que c'est défavorable à tout ce qui peut être implication des institutions, des représentants du personnel dans la santé au travail. Et puis, alors bon, ça je vais juste m'expliquer parce qu'aujourd'hui il y a deux écoles. Il y en a qui voudraient le retour au CHSCT, d'autres comme nous, CFDT, qui voudrions plutôt une amélioration du cadre du CSE. C'est simplement parce que tout à l'heure je l'évoquais, le CHSCT avait également quelques lacunes. Et ça, si par exemple, si je fais un peu référence à ce que je crois que c'est Yves Rocklor qui en a parlé tout à l'heure dans son intervention, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être insuffisamment de liens qui sont faits entre la matière économique, finalement, et la matière santé au travail. Et le problème, il est peut-être là aussi, c'est-à-dire que si finalement, le problème du CHSCT est tel que finalement, on compartimentait la santé au travail dans un cadre qui lui était propre et on le séparait finalement des questions stratégiques de l'entreprise. Et donc voilà, je voulais juste m'expliquer sur ce petit débat qu'on peut avoir aussi entre nous en tant que partenaires sociaux autour de savoir s'il faut revenir au cadre précédent ou améliorer le nouveau cadre actuel. C'est un vieux débat, ça, sur l'approche santé et versus performance et socio-économique. Peut-être Patrick Issartel peut nous donner un point de vue sur aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce qui lui paraît important d'un point de vue stratégique sur le lien entre ces approches à la fois santé, travail, prévention et socio-économique? Moi, je pense que le lien, il est évident. Et le fait de découpler l'approche santé-travail, l'approche économique, en fait, on peut le faire intellectuellement, c'est pas une difficulté. En revanche, si on commence à réfléchir en termes de coûts de non-qualité, de coûts de non-performance, liés à la sortie des salariés, à la question de la prévention du maintien de l'emploi, je pense que tout le monde DRH pourrait se rendre compte que l'enjeu de maintien d'emploi passe par le travail sur les conditions de travail, par une bonne connaissance des expositions des salariés et dans un dialogue constructif avec ses représentants du personnel,
aller sur un diagnostic partagé, sur les expositions et sur comment on va alimenter notre document unique. Ça, c'est le meilleur des mondes. Très généralement, le DRH de proximité n'a pas la nécessaire capacité à faire remonter ce type de problématique à un niveau de vision stratégique. On a un découplage qui va se faire entre un enjeu économique qui se prend dans des lieux tiers et un enjeu santé au travail qu'on va devoir gérer tant bien que mal sur un lieu qui est le lieu de réalisation de l'activité. Et le dialogue entre ces deux niveaux, alors que ce soit dans le privé ou dans le public, il a reconstruit, il existe. On va parler de lieux de régulation intermédiaire, de chaîne hiérarchique, quelle que soit la terminologie qu'on y met. Et en fait, on voit, mais ça, c'est les mouvements de l'histoire, soit un mouvement d'hyper-centralisation où tout se gère du haut, ou d'hyper-décentralisation qui va gérer au niveau de l'entreprise ou du lieu d'activité, que ce soit en économie, que ce soit en politique, en gestion politique. Le perdant à chaque fois, c'est cet échelon intermédiaire qui était celui où se faisaient les régulations globalement. Nécessité à reconstituer un espace de dialogue à ce niveau-là, dialogue professionnel, peut-être dialogue social, il a été un peu malmené depuis quelques années, et d'intégrer, de faire réintégrer les travail et des expositions à ces différents niveaux de réflexion.